Ça y est, tout le monde est là. Il y a François, Jonathan qui sont présents ici également. Donc bonjour à tous, bienvenue au webinaire qui porte sur l'évaluation, comme étant un processus essentiel de l'activité de l'organisme de formation. Ce webinaire sera du coup animé par François Galinou, président de l'ICPF et PSI, Jonathan Potier, consultant en management de la formation de C-Campus, et moi-même, donc Kainene Amouzugan, responsable communication de l'ICPF et PSI. Au niveau des règles du webinaire, comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, la première des règles, donc, c'est d'éteindre votre portable, donc de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interférence, de mettre en mode mute, de faire en sorte de ne pas parler non plus. Et puis après, vous avez la fonction chat qui se trouve au niveau donc, des fonctionnalités qui sont sur le côté, que vous pouvez utiliser pour poser vos questions et échanger. Donc, comme je le précisais un peu plus tôt, 3 intervenants. Donc, moi-même, Néné Amouzugan, responsable communication et marketing de l'ICPF et PSI. Je vais, entre autres, animer toute la partie questions-réponses. Vous avez donc Jonathan Potier, donc consultant management de la formation, donc de C-Campus, référent et certifié ICPF et PSI. Il est également donc connu dans le secteur de l'évaluation, déjà en tant que facilitateur certifié Kirkpatrick, et il est l'auteur également donc de l'évaluation du livre L'évaluation de la formation qui est paru donc à Dunod. Vous avez également donc en tant qu'intervenant François Galinou, président de l'ICPF et PSI, qui est investi dans la qualité depuis 1995 et membre de la commission de normalisation en formation professionnelle, donc un acteur de la qualité, expert en tout cas de ce domaine. Merci Néné. Alors un mot sur C-Campus. Donc C-Campus est une société de conseil de formation, un cabinet donc, qui a été fondé notamment par Marc Dennery et Henri Ocre, qui a pour objet de conseiller notamment les acteurs de la formation, notamment dans tout ce qui concerne l'optimisation de la fonction formation, l'optimisation des systèmes de formation, avec des sujets dont vous avez très certainement entendu parler, par exemple tout ce qui concerne les actions de formation en situation de travail, leur déploiement, les AFEST, le fait de professionnaliser des réseaux de formateurs, d'aider à faire évoluer les pratiques de formation, à accompagner la transformation digitale de la fonction formation, et également aussi accompagner vers la certification ICPF et PSI. Donc un gros volet sur le conseil, et un deuxième volet qui concerne le fait de former et de certifié sur différents, on va dire, différents programmes. Donc, tout ce qui concerne, par exemple, les formations digitales, les formations blended learning, etc. On a toute une offre de formation. On a toute une offre de formation sur le sujet, et notamment le fait de viser des différentes certifications. Et notamment, nous sommes le partenaire exclusif francophone des Kirkpatrick Partners, donc pour délivrer les formations Kirkpatrick. On a aussi tout un parcours certifiant pour les référents AAFEST, donc accompagnement des apprentissages et la formation en situation de travail. On commercialise aussi différents outils pédagogiques, des jeux de cartes, on a une plateforme de MOOC, etc. Donc, on intervient vraiment sur toute la sphère de la formation professionnelle. On travaille l'ensemble des acteurs de la formation. Bonjour. Alors, je vous présente l'ICPF et PSI. Notre mission, c'est de contribuer à la croissance des organisations par l'épanouissement des professionnels de la formation et du conseil. Nous existons depuis 23 ans. Alors, en matière de certification des professionnels de la formation et du conseil, on est leader dans le sens où on est un peu seul. Bon, maintenant, on a quelques confrères, on va dire, qui s'intéressent à la question, mais
on a quand même le sentiment d'être loin devant et d'être vraiment un pionnier. Alors, on crée de la valeur. Je suis le président. Aujourd'hui, c'est 10 collaborateurs à temps plein. La particularité, ma particularité d'ailleurs, mais la particularité de l'ICPF, c'est que nous ne vivons que de la qualité de la formation professionnelle. On ne fait que ça. Et on a le sentiment de bien le faire. Alors, nous avons aujourd'hui 20 partenaires référents qui accompagnent nos certifiés dans leur démarche. Environ 1500 certifiés, dont un peu moins de 500 qui sont en cours. On a suscité la création d'un club indépendant, complètement indépendant de nous, qui est le club DBE, Dialogue Business Échange, que je salue. Et on a un partenaire stratégique, Lloyds Register, avec qui on a un partenariat de longue date, Lloyds certifiant les organismes de formation. On est un acteur de la normalisation formation professionnelle depuis le début. Donc, on a participé à l'élaboration de toutes les normes françaises en formation et aussi des normes internationales qui sont, je dirais, un peu oubliées dans cette réforme, mais qui n'en existent pas moins. Donc, au niveau du... Donc, au niveau du programme du webinaire, ça va se structurer donc en 3 temps. Un premier temps qui porte donc sur la situation, un rappel sur l'évolution en termes de qualité de la formation par rapport à la réforme. Donc, sera abordée la qualité de la formation, le planning aussi en ce qui concerne le volet qualité de la réforme. Ensuite, second temps, l'évaluation, donc qui sera présentée par Jonathan, par François, pardon, l'évaluation au cœur de la démarche qualité de la réglementation. Donc, au niveau de la norme, au niveau de la réglementation et au niveau de la démarche ICPF. Et le troisième temps, l'évaluation en formation qui sera présentée donc par Jonathan Poutier, les critères, les outils et puis quelles sont les meilleures pratiques et les avantages. Je passe la parole donc à François Ganinou qui va nous présenter la situation. Alors la situation en 2018-2020, aujourd'hui on est sur un marché qui est drivé par le droit, qui est drivé par le financement public. C'est une situation unique au monde, avec des éléments clés et constitutifs de ce que c'est qu'un organisme de formation. Et le premier élément constitutif, c'est d'avoir un numéro de déclaration d'activité, le fameux NDA, qui permet de se dire organisme de formation. Donc là, on est dans l'élément essentiel, ce qui caractérise un organisme de formation. Alors, il est possible de faire de la formation sans NDA. On estime qu'il y a environ 15 000 professionnels de la formation personnes physiques qui font de la formation sans NDA. Mais dans ce cas-là, c'est impossible de faire financer cette formation. Et si un organisme de formation qui sous-traite un indépendant sans NDA se fait contrôler par la DIGARECT, il est redevable d'une amende de 4 500 €. Donc on avait dès le début un poids juridique très fort et normatif qui disait voilà, il faut avoir le NDA. Donc je vous dis ça parce que pour vous amener au sujet qui est de dire est-ce que l'évaluation c'est quelque chose d'essentiel dans la formation. Alors aujourd'hui on a du coup battu un record mondial qui est le nombre d'OF déclarés à la directe. Donc on a 10 fois plus d'organismes de formation qu'en Allemagne, 8 fois plus qu'en Inde. Donc nous on a beaucoup d'organismes de formation. Alors quand on y regarde de plus près, c'est pas tous des organismes de formation, c'est des organismes de formation déclarés. Souvent c'est des activités de formation d'ailleurs. Alors aujourd'hui ce qu'on vit essentiellement c'est l'application du décret 2015, c'est celui qui a
impacté la formation avec le fameux Datadoc. Et donc, on a aujourd'hui environ, sur ces 87 000, on a 62 000 qui sont inscrits sur Datadoc. Donc, on en a quand même 25 000 qui l'ont pas fait, mais 62 000 inscrits. Sur ces 62 000 inscrits, on en a référencé 43 000, donc on voit qu'on est là sur un nombre de 50%. Et parmi ces référençables, donc qui ont accès au financement public, on en a 7 000 qui ont fait l'effort de se certifier à une certification listée sur la liste du CNEFOP. Alors, ce qui est certain, c'est que ceux qui ne sont pas inscrits sur Datadoc n'ont plus accès au financement. On a donc, au-delà de ça, voilà, on a la prise de conscience aujourd'hui par les acteurs de l'existence de la certification qualité, c'est-à-dire que bon, c'est très parlant pour nous qui sommes là depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est assez rare que des professionnels, voire même des clients importants, vous disent que tiens, là, il y a des certifications qualité qui existent en formation. Alors, nous avons maintenant des changements. Donc ça, c'est la réforme qui est en cours, la réforme de 2018, avec une échéance au 1er janvier 2021. Et donc, je vais vous la décrire en vous donnant des informations récentes. Alors, on avait auparavant deux manières d'accéder au référencement et donc de faire accéder ses clients au financement public, soit via une procédure dite de référencement, qui permettait de référencer auprès de Datadoc, mais aussi du système Keros pour Pôle emploi et des régions. Donc, on est référencé en quelque sorte par le financeur, par les procédures internes du financeur, soit par le fait d'avoir une certification. Et là, il suffisait de télécharger le certificat. Au 1er janvier, ça change, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible d'accéder au financement, de faire accéder ses clients au financement. Il n'est plus possible de faire accéder ses clients au financement si il n'y a pas une future certification. Voilà. Donc, on a fait deux choses. D'abord, on a élargi la notion d'organisme de formation. Donc, on est maintenant sur une notion de prestataire d'action concourant au développement des compétences. Reste à savoir si ce vocable va se généraliser. Et dans ces organismes, on aura les anciens OF, mais aussi les centres d'apprentissage, les prestataires de bilan de compétences et les accompagnateurs VAE. Et donc ça, au 1er janvier, tout le monde devra avoir une certification qualité sur un nouveau référentiel qui s'appelle le RNQ. Alors le planning, quel est-il? Le planning, c'est qu'on a des groupes de travail, alors deux groupes qui ont travaillé de concert, qui ont élaboré un référentiel national qualité avec des modalités de certification. Donc il y a un groupe de parties intéressées de la formation, composé de fédérations, d'OPCA, etc., de personnes qui avaient un mot à dire en matière de qu'est-ce que c'est que la qualité de la formation. Et d'autre part, un groupe de certificateurs dont l'ICPF avait fait partie. Alors la nouveauté, c'est que maintenant, au lieu d'être listé et contrôlé par le CNEFOP, on sera listé et contrôlé par le COFRAC, ça s'appelle l'accréditation. Et donc le schéma va être ouvert mi-mai 2019, donc on pourra, nous, ICPF, présenter une demande, on recevra un accord de recevabilité et puis après l'accréditation. Donc là, cette démarche va prendre un peu de temps, mais on devrait être en mesure de délivrer la future certification à partir du 1er octobre 2019 et le process devra durer jusqu'au 1er janvier. Alors on a l'escalier de la qualité. Donc la première marche, aujourd'hui, c'est le niveau 0. On est au niveau 0. J'attends que le slide s'affiche. Vous n'avez pas de numéro de déclaration d'activité. La deuxième marche, c'est le NDA.
La troisième marche, c'est le référencement Datadoc. La troisième marche, c'est la certification CNEFOP. Et la quatrième marche, c'est la future certification RNQ que vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui. Donc, pour évaluer la charge de travail, donc on a pris le temps que ça prend pour quelqu'un qui est accompagné par un expert. Donc, si vous savez ce qu'il faut faire pour passer sur la première marche et si vous avez les conditions requises, ça prend environ 2 heures. Pour être référencé Datadoc, les formalités, élaborer le dossier, ça prend à peu près une journée. Alors là encore, si vous êtes prêt, c'est-à-dire si vous faites la plupart des actions requises. Pour obtenir la certification CNEFOP, il faut 2 à 3 jours de travail. Et pour ceux qui auront déjà cette certification, il faudra à peu près une journée de boulot pour grand maximum pour préparer les choses. Et vous aurez droit à une demi-journée d'audit en face à face. J'attire votre attention pour ceux qui voudront passer de la marche 0 à la quatrième marche. Là, ce sera beaucoup plus lourd parce qu'il y a un grand nombre de choses à faire. Et donc, c'est pour ça qu'on vous conseille vivement, pour ceux qui ne sont pas certifiés, de vous certifier dès aujourd'hui pour vous préparer et pouvoir avancer et éviter surtout d'être pris dans le tsunami des 40 000 organismes qui vont devoir se certifier. Alors maintenant, voyons ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est j'ai voulu vous faire comprendre, je dirais, 2 choses essentielles. D'abord, le fait que la réglementation et la qualité ne sont pas antagonistes, mais sont complémentaires et visent le même objectif, mais pas forcément au même niveau d'objectif. C'est-à-dire que la réglementation, quoi qu'on en dise, elle a été faite pour garantir la qualité. Et la réglementation de la formation professionnelle en France est faite par des juristes, mais elle a été faite pour garantir une qualité, pour protéger les stagiaires, protéger les entreprises, permettre le financement. Donc on a des exigences réglementaires aujourd'hui que nous on conçoit comme des exigences qualité. Et à l'ICPF, on continuera à vérifier que nos certifiés appliquent la réglementation. Ensuite, on a notre démarche, et là dans la qualité, vous voyez, on a cette partie mesure de la conformité, et c'est peut-être ça qui nous distingue de la réglementation. La réglementation consiste à vérifier, on va vérifier la conformité, mais on va pas aller plus loin, on n'est pas forcément dans une démarche de régulation où tout au moins on la comprend pas comme ça. On a une sorte de contrôle, mais le processus de régulation n'est pas aussi clair que pour nous. Pour nous, qualiticiens, le PDCA, vous voyez, c'est un principe fort qui est à l'origine de toutes nos actions. Et donc nous, on va planifier, on va faire, on va vérifier et on va améliorer. Et donc ce process d'évaluation, vous voyez, c'est une démarche essentielle pour nous. Alors si je reprends les normes internationales, alors il y a eu des normes françaises aussi, mais je préfère parler des normes internationales. Là aussi, ce qu'on voit dans les normes internationales, que ce soit la 29990 qui est maintenant remplacée par la 29993, c'est que quand on identifie les processus qui sont constitutifs, les activités qui sont constitutives et essentielles pour un organisme de formation, on a l'évaluation. Évaluation des acquis, évaluation de la satisfaction. On a aussi la notion d'une fonction achat, une fonction client complexe, avec des commanditaires, des financeurs, des stagiaires, des employeurs. On est bien conscient qu'il y a un grand nombre de personnes à satisfaire avec des postures et des positionnements différents. Et on est bien conscient aussi, et ça c'est dans la norme, c'est-à-dire que si vous ne faites pas l'évaluation, vous n'êtes pas un organisme de formation. Et on retrouve cette notion dans la 29993.
Si on prend, on compare aujourd'hui la 29290 avec les critères du décret, donc comparaison qu'on avait établie en 2014, et je pense d'ailleurs que ceux qui ont fait le décret savaient même pas qu'elle existait, la 29290, on retrouve quand même une similitude avec, vous voyez, détermination des besoins. Dans le décret de 2015, on parle des objectifs et la prise en compte des appréciations des stagiaires. C'est-à-dire que là, il y avait la notion d'évaluation, mais on ramenait tout à l'appréciation du stagiaire. C'est-à-dire qu'on crée en fait un organisme qui se baserait sur l'appréciation des stagiaires. Et dans cet ordre d'idée, vous avez le fameux fantasme qui ressurgit de temps en temps, qui est le fantasme du TripAdvisor de la formation, mais qui n'est pas aussi simple que ça à mettre en œuvre parce que on comprend bien que c'est pas comme un resto. On n'est pas le payeur n'est pas forcément le client et il y a plus de personnes en jeu. La formation, c'est un restaurant où tous les clients ne vont pas dans le restaurant. Donc c'est un peu plus compliqué que ça et du coup on n'est pas encore arrivé à faire quelque chose de sérieux. Mais notez que si on met deux groupes de travail différents qui travaillent sur la question, le point de sortie, c'est que l'évaluation est un élément essentiel. Et par la suite, on a vu dans la déclinaison du décret, que ce soit par le GIE Datadoc, le Pôle emploi avec Keros ou les certificateurs CNEFOP et la commission qualité du CNEFOP, on a bien vu que dans la prise en compte des appréciations, c'était le point de départ à l'élaboration d'un système qui permettait de développer, de garantir la qualité, puisque dans le décret, on a clairement le lien entre l'appréciation et l'amélioration continue. Alors, si je continue mon raisonnement, et là on va parler du futur décret, on retrouve exactement la notion que je vous expose avec l'idée d'un système, donc c'est le point 7, où là on a cette notion, ce concept qui était qu'on découvrait en approfondissant dans le décret 2015 et ses applications. Là, on l'a remonté d'un niveau, il est plus clair, c'est-à-dire que on associe démarche qualité au suivi, à la prise en compte des appréciations et des réclamations. Et là, on voit bien aussi que une entité qui n'évaluerait pas ne serait pas un organisme de formation et ne permettrait pas à ses clients d'obtenir des financements. Alors nous, l'ICPF, comment on a fonctionné? Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous, à l'ICPF, où on a toujours été d'une part très en avance en matière de normalisation et très investi dans la normalisation, et d'autre part très investi sur le terrain, on sait depuis longtemps que la qualité, ce n'est pas l'évaluation. C'est-à-dire que l'excès, mon ami Jonathan ne viendra pas me contredire, l'excès de l'évaluation, c'est de dire la qualité, c'est l'évaluation, la formation, c'est l'évaluation, c'est de ramener un process essentiel au tout et de dire que l'évaluation est l'alpha oméga de la qualité. Non, c'est pas ça, parce qu'on sait très bien que il y a une fonction complexe en matière de formation et le client de la formation n'est pas toujours celui que l'on croit. Donc nous, on est parti sur parmi d'autres critères. On va retrouver l'évaluation sur deux points. Sur le point 5, sur la démarche qualité, où là, on va imposer aujourd'hui qu'il y ait une description d'une démarche d'évaluation, quelle qu'elle soit. Et donc, ceux qui sont certifiés chez nous le savent. Donc, démarche qualité implique évaluation. Et d'autre part, on va demander des preuves et des résultats d'acquisition d'acquis, d'évolution de la situation des stagiaires ou de satisfaction. Alors voilà, donc je termine ma présentation. Je vais donner là je pense que je vais donner la parole à Jonathan et qu'on pourra échanger. Alors ce que vous devez retenir, c'est que bon, les normes, c'est assez théorique, hein, c'est conçu par des praticiens, mais ça reste théorique. On a la norme, ce qu'on devrait faire,
et on a aussi la bonne pratique. Donc on a notamment, et je salue le groupe de travail qui a fait ça, on a des normes françaises qui recensent des bonnes pratiques en matière d'évaluation. Mais que ce soit une norme ou une bonne pratique, un standard ou une bonne pratique, nous ne sommes pas dans la technique. C'est-à-dire que le spécialiste de la norme n'est pas forcément un spécialiste de la technique. Et moi, je peux m'estimer spécialiste de la norme. Par contre, je ne suis pas un spécialiste de la technique d'évaluation. Voilà, comme je ne suis pas un spécialiste de l'analyse des besoins. Donc là, la parole de Jonathan est intéressante dans le sens où il va nous parler de technique. Ensuite, ce que je veux que vous reteniez, parce que c'est encore malheureusement quelque chose, et il va vous le dire, quelque chose qu'on voit sur le terrain, des organismes de formation ne font pas d'évaluation de manière sérieuse. Ce n'est pas toujours le cas en pratique. Voilà, et donc je pose une question à Jonathan, c'est quelles sont les techniques permettant de mettre en œuvre une évaluation efficiente? Merci, merci François pour ces éléments. Je te rejoins sur ce que tu disais. Hein. À différents niveaux, tu m'as interpellé une fois de plus. Pardon, nous sommes complètement en phase. Alors, quelles sont les techniques? Eh bien, comme dirait l'autre, il est toujours important de partir d'un cadre, de partir d'un modèle. Et ce modèle qui hante mes nuits, on va dire, depuis 15 ans, non pas qu'il hante mes nuits, en tout cas, mais il m'accompagne systématiquement, c'est celui de Kirkpatrick. Donc, c'est vraiment important de partir d'un modèle parce que, comme disait l'autre, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. L'idée, c'est de se dire, voilà, quand on parle d'évaluation, de quoi parle-t-on précisément et quel est le modèle qui va nous permettre de concevoir nos dispositifs d'évaluation. Et donc, le modèle de Kirkpatrick, qui ne date pas d'hier, qui date de 1959, mais qui a été mis à jour récemment en 2010, dans le cadre du nouveau modèle de Kirkpatrick, mais grosso modo, on retrouve toujours 4 niveaux d'évaluation. Et Kirkpatrick est un chercheur américain, c'est simplement poser cette question, qu'est-ce que l'on peut attendre d'une formation? Et donc, il a proposé 4 niveaux d'évaluation que je vais parcourir très rapidement et vous montrer derrière comment on peut s'approprier ces niveaux et quelles sont les méthodes, les techniques, les outils d'évaluation qui peuvent en découler. Niveau 1, réaction, c'est grosso modo ce que l'on appelle fréquemment la satisfaction. Est-ce que les participants ont réagi positivement à la formation? Est-ce qu'ils ont apprécié la formation à différents niveaux? Est-ce qu'ils l'ont trouvée pertinente? Est-ce qu'il y a un bon équilibre entre la théorie et la pratique, etc. C'est classique, c'est connu et reconnu, c'est pratiqué, c'est mis en œuvre dans la plupart, je dis bien la plupart, parce que parfois on a des surprises. On trouve parfois des organismes de formation qui ne font pas d'évaluation de niveau 1. Ce qui peut poser quelques petits soucis, mais de façon générale, c'est quand même mis en œuvre dans la très grande majorité des entreprises et des organismes de formation. Mais ça ne dit pas derrière que l'apprenant a appris, c'est le cas de le dire. Donc là, on passe au niveau 2. J'ai été satisfait de la formation niveau 1, niveau 2, qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que je sors de la formation intellectuellement ou habilement enrichi? Qu'est-ce que je sais faire de plus en termes de connaissances, de compétences, de capacités? On pourrait discuter longuement de ces différentes notions, de ces différents concepts. On ne le fera pas ici, parce que sinon il nous faudra quelques heures de plus. Niveau 3, comportement, ce qu'on appelle aussi fréquemment le transfert des acquis. Ce qui a été appris donc au niveau 2 est-il utilisé au poste de travail, en situation de travail, donc dans l'entreprise de l'apprenant, donc de la personne qui a été formée. Et là, c'est là où il y a une déperdition quand même souvent assez forte. C'est-à-dire que la meilleure formation du monde, même si vous avez des très bons résultats niveau 1, niveau 2, ça n'occasionne pas toujours derrière un transfert de ces acquis sur le terrain. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est majoritairement pas dû à la formation souvent. Donc c'est notamment ce qui se passe avant la formation et après la formation, d'où on va en reparler, l'idée vraiment de concevoir l'évaluation comme étant un processus en soi et de questionner vraiment lorsque François présentait les différentes étapes, notamment des normes ISO 29990 et 29993, on voit qu'évidemment, toute la partie analyse du besoin, comment on va embarquer le commanditaire, etc., comment on va penser à la préformation, tout cela est essentiel pour avoir des formations efficaces. Et niveau 4, résultat, c'est l'impact donc de la formation sur différents indicateurs de résultats, plutôt au niveau de
l'entreprise dans son ensemble. Donc pour faire simple, voilà, vous suivez une formation à visée commerciale, est-ce que le chiffre d'affaires est en augmentation, est-ce que le volume des ventes augmente, est-ce que la satisfaction des clients augmente. Je pourrais aussi vous parler de formation management pour voir si oui ou non l'absentéisme diminue, le turnover diminue parce que les managers sont devenus de meilleurs managers. Enfin, il y a pléthore de résultats possibles. L'idée, c'est toujours de se dire que quand on utilise ce modèle, on part du dernier niveau. Donc, on part d'abord des objectifs finaux de la formation, ici exprimés en termes de résultats, pour ensuite déterminer quels sont les comportements à acquérir et donc à mettre en avant en situation de travail, donc quels sont les objectifs pédagogiques au niveau 2 et donc quelle est la formation plaisante que l'on va pouvoir concevoir et dispenser. Alors derrière ce modèle, il y a beaucoup de méthodes d'évaluation possibles. Et c'est vrai que souvent on a tendance à penser que l'évaluation égale questionnaire. Et je le répète souvent, non, il n'y a pas que le questionnaire dans la vie, il y a aussi beaucoup d'autres méthodes, d'outils, de techniques d'évaluation. Et vous le voyez à l'écran, finalement, à chaque niveau peuvent correspondre différentes méthodes d'évaluation. Alors évidemment, on retrouve toujours les questionnaires, mais ça peut être aussi des entretiens individuels ou collectifs. Lorsqu'on fait des focus group, etc., lorsqu'on réunit les apprenants, par exemple, 2 mois après la fin de la formation et que l'on fait un focus group et on les réunit pour comprendre s'ils ont pu mettre en œuvre ce qu'ils ont appris, s'ils ont rencontré des obstacles particuliers, etc., on fait du niveau 3 sans faire de questionnaire. Évidemment, toute la partie niveau 2, on est plutôt dans de l'évaluation formative ou sommative, des études de cas, des jeux de rôle, des mises en situation, des tests de connaissances, etc. Donc ça, c'est vraiment plutôt, on va dire, de la responsabilité du prestataire de formation, du formateur, qu'il soit interne ou externe. C'est quand même plus rarement le responsable formation qui va s'occuper de cela, parce que nécessairement, il faut connaître, il faut être un expert de son sujet. Donc c'est plutôt, on va dire, l'affaire du formateur. Bref, vous avez pas mal de méthodes. Et là où je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est de montrer qu'on peut, dans un dispositif d'évaluation, s'approprier ces différents niveaux et, par exemple, au moins pour, on va dire, ce que j'appelle toujours le gros de la troupe, pour la majeure partie des formations, on peut faire des spécifiques pour certaines formations, mais l'idée, c'est de se dire, déjà, si on a un système, un véritable processus d'évaluation qui est costaud, qui est robuste, qui est bien bâti, on peut très bien s'appuyer, au moins pour la grande majorité des formations, sur un système bâti à partir de questionnaires. Parce qu'on le voit, les questionnaires d'évaluation permettent de mesurer l'intégralité des niveaux de Kirkpatrick. Donc on peut très bien imaginer, par exemple, avoir un questionnaire d'évaluation à chaud qui vienne mesurer les niveaux 1 et 2, donc poser des questions sur la satisfaction et sur l'apprentissage, puis un questionnaire d'évaluation à froid, un peu plus tard, qui là poserait plutôt des questions sur la mise en pratique, le transfert des acquis et les résultats obtenus. Alors, pourtant, dans les faits, qu'est-ce que cela donne? Alors, je vous ai mis à l'écran, on pourra en reparler dans les questions-réponses si vous le souhaitez, mais un top des mauvaises pratiques que j'avais établi il y a peu pour voir finalement qu'est-ce que l'on observe dans les entreprises, parce que tout le monde dit que oui, on connaît Kirkpatrick souvent, mais la réalité, c'est que ça n'est pas toujours bien mis en œuvre. Et quelques anecdotes comme ça, par exemple le fait de dire je fais de l'évaluation à froid, puis on se rend compte que en fait c'est l'évaluation à chaud qui est répétée à froid. Donc on pose la question par exemple de la qualité de la salle de formation. Est-ce qu'elle était propice à l'apprentissage? Et puis 3 mois après, on repose la question pour être certain que l'apprenant avait bien compris la question. Donc on répète, on utilise les mêmes questionnaires à différents moments. Ou alors, on envoie trop de questionnaires. On noie l'apprenant sous les questionnaires. On utilise trop de questionnaires de protocoles d'évaluation différents. Je me souviens d'un client qui avait 150 actions de formation à son catalogue. Il utilisait 150 questionnaires d'évaluation différents. Donc, lorsqu'à la fin de l'année, si vous concevez l'évaluation comme un processus d'évaluation et que vous devez consolider les résultats, identifier des non-conformités, traiter des non-qualités, etc., c'est tout simplement impossible. Vous avez 150 thermomètres pour prendre la température, et la température est mesurée de manière différente. Donc forcément, c'est tout simplement impossible. Pas de communication des résultats, pas d'exploitation des résultats, donc on limite, on réduit l'évaluation à sa plus simple expression, qui est c'est un questionnaire d'évaluation, point. Ça n'est pas pensé en tant que process dans sa globalité. Et c'est vraiment là où je voudrais vous amener, c'est d'essayer de penser l'évaluation
non pas comme, on va dire, la petite cerise sur le gâteau, on bâtit un super programme de formation, on fait de l'ingénierie pédagogique, on fait des super trucs à tous les niveaux. Et au moment d'évaluation, on s'en va chercher un pauvre questionnaire que l'on met en œuvre et qui ne reflète pas du tout l'importance, la qualité du travail que vous auriez pu fournir jusque-là. Donc, vraiment, penser en termes de processus d'évaluation. Alors, un exemple, par exemple, c'est de réfléchir en termes de protocole. Donc, comment vous allez bâtir votre protocole d'évaluation? Là, je vous ai donné un exemple à l'écran, mais c'est ne serait-ce que d'écrire son protocole d'évaluation. François a présenté précédemment la roue de Deming avec cette logique de PDCA, de dire voilà, je vais planifier, qu'est-ce que je planifie, qu'est-ce que je prévois en tout cas de mettre en œuvre à différents endroits en fonction de mes processus, etc. Bah, la moindre des choses, c'est déjà d'écrire son protocole d'évaluation. Donc, comment va-t-on évaluer les formations? Est-ce que j'envoie des questionnaires? À qui? Quel est le contenu de ces questionnaires, etc. Donc déjà se poser, écrire simplement, dire voilà, moi en tant qu'organisme de formation, voici comment j'évalue mes formations. Et forcément, si vous êtes inscrit dans une démarche qualité, c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais de réfléchir en termes de processus, parce que rien que cela, je pense que même dans une logique marketing, dans une logique de professionnalisme vis-à-vis de vos clients, vous allez aussi les rassurer et leur montrer que vous attachez de l'importance à l'évaluation et que ce n'est pas juste, voici notre modèle de questionnaire et on l'envoie un peu quand bon nous semble. Donc, c'est d'écrire déjà quel est son protocole d'évaluation. En lien avec cela, c'est de bâtir un plan de collecte des données. Donc, c'est un peu la déclinaison, on va dire, sous forme de tableau de mon protocole précédent. Qu'est-ce que je vais évaluer? Comment? Peut-être que vous allez peut-être pas faire du questionnaire en ligne, peut-être que vous allez faire un questionnaire papier, ou peut-être que vous allez faire des tours de table en fin de formation, peut-être que vous allez reprendre contact avec vos apprenants 2 semaines ou 1 mois après la formation, peu importe, on peut parler longtemps de ces techniques, mais l'idée, encore une fois, c'est de l'écrire. De l'écrire pour que ça soit clair pour chacun des acteurs et que vous puissiez, pourquoi pas, on va dire, engager la responsabilité de certaines personnes. Donc, qui est responsable, par exemple, de l'administration du questionnaire d'évaluation à chaud pour aller mesurer les 2 premiers niveaux de Kirkpatrick? Qui est responsable de l'administration du questionnaire à froid pour aller mesurer le niveau 3, comportement ou transfert des acquis de Kirkpatrick, etc. Donc, encore une fois, on planifie on prévoit, on met sur papier, on couche sur papier quel est son modèle, son processus d'évaluation. Déjà, ne serait-ce que pour collecter les données. Évidemment, on fait la même chose derrière, donc on collecte des données et il faut réfléchir d'ores et déjà à comment on va exploiter les résultats. Qu'est-ce que l'on en fait concrètement? Donc, qu'est-ce que l'on en fait? Est-ce qu'on va les communiquer? Si oui, sous quelle forme? Comment? Par quels moyens? Par quel support? À qui? Quel va être le contenu? Quelle va être la fréquence de diffusion, etc. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que je constate, c'est que même lorsqu'on passe du temps à bâtir un très beau, un joli questionnaire très pertinent, etc., on remarque derrière que finalement, on n'exploite pas vraiment les données. On ne les exploite pas en termes déjà pour améliorer la qualité et l'efficacité de nos formations à différents niveaux. Et on ne les communique pas. Donc, on ne met pas en avant, on ne valorise pas le travail qui est réalisé. Donc, un exemple tout simple que j'observe chez certains organismes de formation avec qui je travaille, c'est d'intégrer cela. Alors, s'ils ont un site web ou un catalogue ou même voilà sur leur profil LinkedIn, peu importe, mais c'est de valoriser aussi des résultats qui ont été obtenus à l'issue de leur formation. Alors là, j'ai pris un exemple très simple, c'est celui du score de satisfaction, etc. Mais je trouve ça encore plus puissant si on va plus loin, de raisonner en termes de niveau 3 et par exemple d'aller présenter des success stories, des témoignages de personnes qui ont mis en pratique ce qu'ils avaient appris en formation avec des explications quant aux effets, quant aux impacts, quant aux résultats obtenus, par exemple. Voilà, ça montrerait que votre formation ne s'arrête pas au niveau 1 et 2 et que derrière, il y a bien une logique d'impact, etc. Alors parfois, on retrouve ces éléments dans les discours, mais ça n'est pas appuyé par des faits, ce n'est pas appuyé par des données, ce n'est pas appuyé par des données même qualitatives, donc des témoignages, des verbatims, etc. Donc il y a vraiment cette logique à penser de dire, encore une fois, quel est mon plan de collecte des données, quel est mon protocole d'évaluation, et une fois que j'ai des données, qu'est-ce que j'en fais concrètement?
Et si vous pensez l'évaluation, donc non pas encore une fois comme étant un simple questionnaire d'évaluation, mais vraiment comme étant un processus à part entière, ce que j'ai pu constater dans de nombreuses entreprises, auprès de nombreux organismes de formation, etc., c'est que vous allez avoir des résultats positifs à différents niveaux. Déjà, au niveau du processus d'évaluation en tant que tel, je peux vous garantir que vous pouvez avoir des taux de retour élevés. Donc à chaud, lorsqu'on dit à chaud, c'est généralement le lendemain ou sur le lendemain de la formation, hein, dans les 24 à 48 heures, si vous faites de l'évaluation en ligne, envoyée par questionnaire. Et à froid, c'est généralement 2 à 3 mois après la fin de la formation. Et souvent, on me dit oui, mais j'ai essayé de faire l'évaluation à froid, puis j'ai 30-40% de taux de retour, etc. Très honnêtement, ça n'est pas compliqué à partir où vous pensez l'évaluation en termes de processus, d'avoir par exemple à minima 80% de taux de retour à chaud et d'avoir par exemple au moins 60-70% de taux de retour à froid. Encore une fois, considérez que des faibles taux de retour, c'est un symptôme. Ça n'est pas une fatalité, c'est un symptôme parce que quelque part, il y a un couac ou plusieurs dans votre processus d'évaluation. Et donc derrière, on étudie, il y a un peu une mini-phase, on va dire, d'audit pour comprendre pourquoi les taux de retour ne sont pas là. Mais à partir du moment où vous sophistiquez, entre guillemets, votre processus d'évaluation, les taux de retour peuvent être élevés. Évidemment, c'est l'augmentation de la satisfaction des apprenants parce que votre processus d'évaluation identifie donc peut-être par un système d'alerte plus facilement des non-conformités que vous allez traiter. Donc, vous allez améliorer en continu on va dire la qualité aussi de vos actions de formation. Et même chose, du coup, vous allez augmenter aussi le transfert des acquis. Parce que le simple fait on va dire qu'un processus d'évaluation soit mis en œuvre, ça a été prouvé par des recherches scientifiques, ça a un impact en fait sur l'efficacité des formations. Parce que entre un apprenant qui vient en formation, qui suit sa formation et à la fin on lui dit allez, salut, et puis retourne bien sur ton lieu de travail, j'espère que tu vas t'amuser, ou alors, tiens, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, tu vas recevoir un questionnaire, on fera peut-être un focus group pour ça, ce que tu as mis en œuvre, etc. Bah forcément, ça le responsabilise davantage, et donc derrière, ça a un impact aussi sur ce qu'il va mettre en œuvre. Et enfin, aussi, n'oublions pas les commanditaires, on ne l'oublie pas dans nos décrets qualité, donc on y pense ici aussi, bah forcément la manière dont vous allez faire de l'évaluation, les résultats que vous allez obtenir et mettre en avant, ça va avoir un impact sur la perception de votre professionnalisme, la qualité de l'image de votre organisme de formation, etc. Alors, quelques bonnes pratiques pour terminer. Je l'ai dit, je l'ai répété tout le long, considérez l'évaluation comme un processus. Donc, ça n'est pas juste un questionnaire, c'est vraiment se poser les questions du qu'est-ce que je planifie, qu'est-ce que je prévois en termes d'évaluation, comment je le mets en œuvre, qu'est-ce que je fais avec les résultats que j'obtiens, comment je les communique, comment je les exploite pour améliorer en continu ce que je fais. Encore une fois, l'évaluation pour l'évaluation ne sert à rien. Et c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle L'évaluation de la formation qui vous dit ça. Ça ne sert à rien si ça n'a pas vocation derrière à améliorer vos résultats à différents niveaux. Deuxième conseil, deuxième bonne pratique, industrialiser et faire du spécifique pour les formations à fort enjeu. Donc le système que je vous ai présenté ici, normalement, ça devrait pouvoir tourner pour la majorité de vos actions de formation en tant qu'organisme de formation. Et évidemment, lorsqu'un client dit « oui, mais là, c'est un programme de formation particulier avec des enjeux forts, etc. », là, on peut faire du spécifique. Là, on peut aller sur le niveau 4. Là, on peut aller mesurer les retours sur les attentes, le RE, etc. Mais je l'ai mis entre parenthèses et j'insiste vraiment là-dessus. Évidemment, quand le client paye. C'est quelque chose qui a de la valeur. Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Faire simple, ce que je vous conseille pour démarrer, c'est la règle du 1-1-1. Ce que j'appelle la règle du 1-1-1, c'est de dire on a un seul type de questionnaire. Par exemple, un à chaud et un à froid. Donc, on n'a pas 150 questionnaires. Encore une fois qu'on a bien bâti son questionnaire, qu'on l'a fait entrer dans un processus d'évaluation, on ne devrait pas avoir des questionnaires d'évaluation différents au niveau 1 et au niveau 3. Ce sont plutôt des questionnaires qui s'adaptent en fonction des objectifs. On se focalise sur un acteur. Vous, en tant que prestataire de formation, ça va être difficile d'atteindre le manager pour les formations, on va dire, dont l'évaluation est industrialisée. Donc, on se focalise sur l'apprenant et on stabilise le système au moins pendant 1 an pour avoir suffisamment de données, pour l'améliorer, etc. Donc, pareil, ça, souvent, on a la bougeotte en termes d'évaluation. En matière d'évaluation, on change son questionnaire tous les 2-3 mois. Souvent, non. On laisse le temps au temps pour voir comment on peut améliorer les choses à partir de données réelles. Et enfin, dématérialiser. On est en 2019.
ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, donc réduire assez considérablement les coûts. C'est une expérience ludique qui est sympa aussi pour l'apprenant. De plus en plus, on peut le faire via son smartphone. On a une plus grande authenticité, une plus grande richesse des réponses. J'ai pu le constater entre des réponses qui étaient données sur, notamment les verbatims, les réponses aux questions ouvertes qui étaient données sur papier et celles qui étaient données en ligne. On pouvait assez facilement avoir 10 fois plus de commentaires, de réponses aux questions ouvertes. Donc forcément, ça vous donne beaucoup plus de matière derrière, ce qui est tout à fait intéressant. Et évidemment, si derrière vous voulez industrialiser votre plan de collecte des données, votre communication des résultats, destination des commanditaires, des apprenants, des managers, etc., si ça n'est pas fait en ligne, eh bien à moins d'avoir toute une armée de pigeons voyageurs, ça va être assez compliqué pour vous. Donc nécessairement, pensez aussi à la dématérialisation. Il y a des prestataires, il y a plusieurs prestataires qui existent pour cela. Il y a même parfois des solutions gratuites. Tout dépend de vos moyens, de votre budget, mais dans tous les cas, il y a évidemment des choses à faire. Voilà, on est arrivé donc à la fin de la présentation. On va passer aux questions-réponses. Comme c'est précisé, donc les réponses seront effectuées donc en séance là actuellement. On va y répondre et aussi par retour d'email pour les questions auxquelles on va pas forcément pouvoir y répondre, mais là on va pendant un quart d'heure ou pousser jusqu'à midi 5 pour pouvoir répondre aux différentes questions. La présentation, donc ça, c'était des questions qui ont été posées. La présentation sera envoyée aux participants des réceptions donc, du questionnaire de satisfaction complété. La rediffusion sera envoyée également et disponible après, dans quelques jours, donc sur la chaîne YouTube de l'ICPF, mais en tout cas, ce sera envoyé des réceptions du questionnaire. Et après, pour toute demande concernant l'évaluation, vous avez les coordonnées de Jonathan Potier et vous avez les coordonnées aussi de l'ICPF pour toute question concernant la certification. On va donc prendre les questions. Donc, en ce qui concerne la partie qualité d'abord, on a la question de Pascal Callio. Est-ce que ICPF et PSI sera COFRAC rapidement? Je passe la parole à François. Alors, la question est précise. Alors, en fait, comment ça va se passer? Les décrets vont paraître en avril, mi-avril. Nous, à l'ICPF, notre demande est prête. On travaille dessus depuis le mois de décembre. Donc, on est, comme on dit, dans les starting blocks. Donc, notre demande est prête. Le COFRAC s'est engagé à ouvrir et à recevoir les premières demandes à partir du 15 mai. Donc, on enverra notre demande au 15 mai. Et à partir de là, il y a un délai pour avoir ce qu'on va avoir une réponse qui est dans le langage du COFRAC, ça s'appelle la recevabilité, c'est-à-dire que la demande est examinée et on estime que la demande est recevable. À partir de là, donc là, ça va être un délai, je pense, on estime le délai entre on a estimé long pour dire que voilà, on aurait cette réponse-là avant la fin du mois de septembre. Donc là, à partir de là, l'ICPF va figurer sur une liste qui va être publiée par le ministère du Travail. Et donc, on aura le droit de délivrer un certificat, le certificat RNQ. Là, pour ça aussi, on est prêt. Hein. Donc, pendant ce temps, les démarches d'accréditation qui sont longues vont se poursuivre et on aura la réponse, l'accréditation définitive dans un délai qui sera au maximum pour tous les certificateurs, ce délai va être compris entre le 15 mai 2019 et le 15 mai 2020. Alors nous, dans cette course, on est, pour être tout à fait précis, on est plutôt bien placé parce qu'on a de l'expérience et puis le COFRAC, c'est quelque chose de naturel pour nous.
Voilà, ceux qui ont un peu d'avance, c'est nos confrères qui ont déjà des accréditations, notamment en particulier sur la norme de service. Donc eux auront sans doute une réponse avant nous. Voilà, mais comme on n'est pas du tout sur les mêmes marchés, c'est pas très différent puisque nous on a ce partenariat avec LR, donc voilà, on aura voilà. Mais nous on pourra délivrer le certificat notamment au mois à la fin du mois de septembre. Voilà. Donc de manière provisoire. Et puis et de toute façon les certificats au cas où on n'aurait pas cette accréditation, bon, ce serait vraiment, je sais pas moi, il y a une bombe atomique qui tombe sur l'ICPF, il n'y a plus d'ICPF, bon, admettons, voilà, quelque chose de complètement improbable. À ce moment-là, les certificats pourraient être repris par un certificateur accrédité. Voilà. Une question de Caroline Diaz. Est-ce que les obligations pour être inscrit à la directe vont changer avec la nouvelle loi? Alors non. D'ailleurs, c'est la deuxième. C'était une question qui se posait à la réforme de 2014, c'est-à-dire est-ce que le NDA va disparaître? Et en fait, non. Cette procédure perdure. J'ai essayé de comprendre pourquoi. En fait, alors mon interprétation, mon interprétation de la chose, c'est qu'en fait, le numéro de déclaration d'activité a surtout un rôle pour permettre de répondre à une obligation de la comptabilité publique, c'est-à-dire le suivi des fonds publics. C'est-à-dire que ce numéro permet d'établir la traçabilité des fonds publics. L'État sait où va l'argent parce que les fonds publics ne peuvent aller que dans des organismes de formation avec numéro de déclaration d'activité. Voilà. Donc, de ce fait, cette partie-là ne bouge pas. Au contraire, et donc on peut penser que les formalités de la directe seront toujours les mêmes. Une question de Karine Coldebeuf. Il s'agit d'une certification d'organisme. Qu'en est-il des formateurs experts sous-traitants? Alors là, en fait, vous avez le point faible de cette réforme et des préférences et des précédentes, c'est que au niveau des instances de la gouvernance de la formation professionnelle, on n'arrive pas en termes de qualité à comprendre que pour faire de la qualité, il faut qu'il y ait la qualité du service, la qualité de l'organisme et la qualité du formateur en tant que personne physique de l'intervenant. Aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est qu'on a la qualité de l'organisme, et donc ça fait un moment qu'on l'a compris, on l'a peut-être même trop compris parce que le NDA rendait trop facile, le numéro de déclaration d'activité qui était facile à voir faisait que tout le monde était organisme, y compris un formateur indépendant, mais encore plus une structure sans formateur. Voilà. Ensuite, il y a le service, là on a bien avancé avec la certification professionnelle, et donc, on voit que la certification professionnelle est dans la voie d'être à terme, fera l'objet de certifications professionnelles délivrées par des certificateurs indépendants des organismes de formation. Donc là, on a inscrit ce marché. Par contre, il n'y a toujours rien sur le professionnel de la formation. Ce qui nous oblige, nous, ICPF, à devenir en quelque sorte certification d'organisme et qui permet effectivement à ce marché de continuer sans être obligé de mener une démarche sur la partie essentielle de la qualité de la prestation de services intellectuels, qui est la personne qui la délivre. Et donc là, nous, on en est, on demande, enfin, on est en train de travailler sur le fait qu'il y ait une reconnaissance de la certification professionnelle comme un élément essentiel de la qualité. Le troisième élément, vous voyez. Alors, en ce qui concerne les sous-traitants, alors les sous-traitants, il y a une obligation il n'y a pas une obligation de certification s'ils ne sont que sous-traitants. Maintenant, je ne vous cache pas que c'est un problème pour tous ceux qui emploient des formateurs indépendants d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il n'y a pas une société de portage qui se pose pas ce problème de dire est-ce que je dois faire certifier ou proposer la certification
à mes portées, et il n'y a pas un organisme de formation aujourd'hui qui se dit qu'est-ce que je fais avec mes sous-traitants, parce que les exigences qualité sont là, et ça va être très difficile pour un organisme de formation certifié de garantir la qualité de prestations effectuées par des personnes qui savent pas que ça existe, la certification qualité, ou qui sont pas certifiées. On comprend bien que ces exigences, elles sont là, il va y avoir un audit tous les 18 mois. L'organisme de formation, il a besoin de contrôle de ses sous-traitants. Et donc là aussi, tout ça va aller dans le bon sens, c'est-à-dire vers l'émergence d'une certification du professionnel de la formation en tant que personne physique. C'est ce créneau-là, c'est ce clou sur lequel nous tapons depuis 23 ans. Une dernière question sur la partie qualité. Je n'ai pas terminé mon référencement sur Datadoc. Est-ce que je peux me référencer et si oui, comment? Par Isabelle Ouvrard. Oui, alors si je reprends ma métaphore de tout à l'heure, ma métaphore de l'escalier, vous êtes entre la première et la deuxième marche. Alors oui, vous pouvez le reprendre puisque Datadoc va perdurer jusqu'au 1er janvier. Et oui, donc vous pouvez le reprendre et terminer Datadoc. Donc il faudra vous certifier. Il faudra obtenir la certification avant le 1er janvier. Donc vous avez deux possibilités. Hein. Soit vous laissez tomber Datadoc et vous allez vers l'ICPF, ce qui est une manière de passer l'obstacle et de préparer le passage à la 4e marche. Soit vous faites Datadoc, mais donc vous aurez 2 marches à franchir après. Quoi, voilà. Donc, en ce qui concerne la qualité, il y avait des questions sur le coût. Vous les trouverez sur notre site internet par rapport aux tarifs. Sinon, on vous les enverra aussi dans le traitement des questions-réponses. On va passer à la partie évaluation. Donc, Patrick Luong, sa question. Les évaluations réalisées sur les niveaux 1 à 4 donnent-elles lieu à des éléments de preuve? Et si oui, quelle est la forme de ces éléments de preuve? Alors, pour les niveaux 3 et 4, pour les niveaux 3 et 4, en fait, vous pouvez avoir des preuves on va dire, n'hésitez pas à apprécier votre question si, si je l'interprète mal, mais vous pouvez avoir des preuves plutôt, on va dire, de type données quantitatives. C'est-à-dire que si on réfléchit en termes de taux, donc pour les niveaux 1 à 4, d'accord. Oui, alors en fait, tout dépend vraiment. À partir du moment où vous déployez le modèle, vous allez recueillir des données plutôt quantitatives. Donc ça peut être des scores, ça peut être des taux, ça peut être des ratios, ça peut être des choses de ce type, ou alors des données plutôt qualitatives du type verbatim, commentaires, etc. Ce sont des preuves. Quelque part, ce sont des traces de la qualité et de l'efficacité de votre ou de vos formations. Donc, typiquement, voilà, c'est ce que vous allez récolter. Il faut vraiment voir on va dire, le processus d'évaluation comme étant quand je parlais de plan de collecte, c'est ça, c'est que vous allez collecter des données que vous allez consolider, que vous allez agréger pour ensuite donner du sens on va dire à vos résultats, quoi. Être capable de faire des liens entre eux, d'être capable de dire que tiens, cette formation s'est bien passée parce que les gens premièrement ont apprécié la formation, deuxièmement ils ont appris et vous êtes capable de donner des résultats, on va dire suite à par exemple l'obtention d'une certification, pourquoi pas le résultat à un examen, les résultats des questionnaires d'évaluation des connaissances. Enfin, encore une fois, il y a tellement de preuves possibles que l'on pourrait en parler des heures. Ça peut être le retour de l'apprenant et ou du manager, parce que justement, il y a une mise en œuvre au niveau 3, ça peut être, et encore une fois, pareil, au niveau 3, il y a beaucoup d'acteurs possibles, ça peut être des clients mystères, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des auditeurs. Au niveau 3, on va se poser la question de qui est la meilleure personne, la personne en tout cas la mieux placée pour observer que les bonnes pratiques, que les comportements sont mis en œuvre. Donc, tous ces éléments sont des preuves, donc plutôt quantitatives ou plutôt qualitatives, que vous allez collecter, que vous allez consolider pour ensuite les présenter, par exemple, sous la forme de rapports d'évaluation de différentes synthèses que vous allez communiquer aux parties prenantes concernées.
Toujours de Patrick Luyong, l'exploitation chiffrée des résultats est-elle une obligation pour déterminer et justifier la correction des non-conformités? Je répète, l'exploitation chiffrée des résultats est-elle une obligation pour déterminer et justifier la correction des non-conformités? Alors, si François veut compléter ma réponse, en tout cas à mon niveau, non, je ne pense pas. Parce qu'à partir du moment où on va dire, votre processus d'évaluation existe, il est mis en œuvre et vous avez des données qui permettent de prouver, on va dire que la qualité, l'efficacité de ce que vous faites, etc., que ça vous permet d'améliorer, encore une fois, vos prestations à différents niveaux, etc., il n'y a pas nécessairement besoin que ça soit chiffré. Par contre, en termes de crédibilité des résultats, crédibilité de vos données, moi, je conseille toujours d'avoir un juste équilibre entre la partie quanti et la partie quali. Parce que vous avez besoin des deux, en fait. C'est-à-dire que la partie chiffrée vous permet de quantifier à quel point votre formation a donné satisfaction, à quel point les personnes ont appris, à quel point ils ont transféré leurs acquis, etc., etc. Donc, en fonction des différents niveaux. Si on reprend le modèle de Kirkpatrick, et les questions, on va dire les données un peu plus qualitatives, les commentaires, les réponses aux questions ouvertes, etc., permettent d'expliquer pourquoi. Pourquoi vous avez eu des bons résultats, pourquoi les gens étaient satisfaits, pourquoi les gens ont appris, etc., etc. Donc il y a vraiment, c'est un équilibre entre les deux. Si vous n'avez que du quali, le souci c'est que derrière, voilà, déjà en termes de consolidation, si vous avez un auditeur qui vient vous demander, je prends l'exemple notamment d'auditeurs ISO dans certaines entreprises lorsqu'on doit prouver l'impact sur la qualité du produit ou du service commercialisé ou produit, etc., à l'aide des évaluations de formation, si vous n'avez que du quali à donner, tout simplement, vous n'allez pas pouvoir consolider ces différentes données, vous n'allez pas pouvoir avoir une vue d'ensemble, etc. Donc, il y a un équilibre entre les deux qui est à penser, du chiffré et du non chiffré. Ronan Létriard, bonjour. Des recommandations de logiciels d'évaluation de la formation en ligne, si du coup Jonathan en a. Alors, comme je vais tenter de garder un positionnement neutre, je vais vous donner plusieurs noms qui existent à ce jour. Je vais d'ailleurs même essayer de les donner dans un ordre alphabétique. Voilà. Alors, il y a d'abord Did You Enjoy, D-I-D-U-E-N-J-O-Y, qui existe, qui est un produit intéressant. Il y a également donc Formaeva, F-O-R-M-A-E-V-A. Il y a Formatrice. Il y a entre deux, je ne suis pas si directement à la lettre F, il y a ExpertQuiz aussi, qui fait des choses intéressantes. Donc il y a plusieurs éditeurs. Ce que je conseille toujours dans tous les cas, c'est de ne jamais se jeter sur un éditeur en particulier. C'est évidemment de pouvoir tester, parce qu'en fonction de votre budget, en fonction de vos contraintes, de vos préférences, de vos objectifs, etc., une solution n'est jamais parfaite dans l'absolu, certainement qui sont plus appropriées aux organismes de formation, d'autres aux entreprises, etc. Donc je vous conseille peut-être déjà de partir au moins d'une première version d'un cahier des charges très très rapide pour déjà rencontrer plusieurs éditeurs, voir un peu ce qu'ils proposent, et puis au moins comme ça vous aurez, ce sera un excellent exercice de veille, vous verrez un peu ce qui se fait sur le marché, et donc derrière vous consoliderez tout un ensemble d'idées, de fonctionnalités, etc., pour ensuite refaire un cahier des charges, on va dire un peu plus fermé. Mais voilà, donc je conseille vraiment toujours de rencontrer plusieurs éditeurs, et au-delà de l'aspect outil en tant que tel, de réfléchir aussi à toute la partie accompagnement. Parce que mine de rien, l'évaluation de la formation, ça n'est pas qu'un sujet technique, c'est aussi un changement culturel, un changement organisationnel. C'est comment on va faire passer dans la tête des gens qui ne sont pas de la formation que la qualité et l'efficacité de la formation est aussi de leur responsabilité. Donc forcément derrière, si vous avez un outil merveilleux, mais pour lequel vous n'avez pas d'assistance pour exploiter les données, pour
pour savoir ce que vous allez en faire, comment vous allez le communiquer en interne, à quelles occasions, via quel rituel, etc., eh bien, ça ne vous avancera pas énormément. Donc, soit vous avez ça chez l'éditeur, soit vous nous appelez chez Ccampus, on se fera un plaisir de vous aider aussi là-dessus. Nathalie Stangel, existe-t-il des exemples de réalisation des process d'évaluation sur une thématique management jusqu'au niveau 4? Alors oui, oui. Par contre, alors elles sont, c'est toujours tellement particulier parce qu'à partir du moment où vous allez sur les niveaux 3, niveau 4, ça devient comme forcément, on va dire, c'est du spécifique. Donc c'est propre à une entreprise, donc ce sont plutôt des études de cas en particulier, mais qui ne sont pas toujours rendues publiques parce qu'on commence à avoir des données, hein, on va dire, un peu plus sensibles sur le management, l'impact de la qualité du management, etc. Donc je me souviens avoir travaillé avec plusieurs groupes bancaires notamment sur le sujet. Donc j'ai des choses à ce niveau. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Alors je pourrais pas vous donner des informations nominatives et ni chiffrées, mais peut-être vous expliquer un peu quel type de processus d'évaluation a été mis en œuvre. Et c'était notamment dans le cas de personnes qui avaient suivi la formation et l'évaluation des formations Kirkpatrick que je dispense, qui permet d'aller jusqu'au niveau 4. Donc c'était vraiment un travail sur un cas, et c'était notamment ce cas qui avait fait l'objet de la certification, donc qui avait permis aux personnes d'obtenir la certification Kirkpatrick. C'était notamment sur des études de cas sur l'évaluation de formation en management. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que l'on en discute. On va revenir du coup sur la partie qualité, puisque on va encore pousser un peu. Patrick Luong, quelle est la périodicité de validité d'une certification RNQ? La durée de validité du certificat sera de 3 ans avec un audit de surveillance tous les 18 mois. Florence Île-de-France, elle demande donc où trouver les éléments pour préparer le référencement COFRAC pour pouvoir déposer au plus tôt, déjà certifié ISO PQF. Alors là, c'est vrai que c'est un peu confusant parce que certains de nos confrères partagent tellement les infos que il est tentant. Vous avez l'impression d'être à leur place. Alors, d'ailleurs, je la comprends tout à fait. Un organisme de formation n'a aucun contact à avoir et aucune demande à faire vis-à-vis du COFRAC. Donc voilà. En fait, le COFRAC, c'est comme le CNEFOP avant. Vous avez jamais eu affaire au CNEFOP et donc vous n'aurez, en tant qu'OF, organisme de formation, jamais affaire au COFRAC, sauf si vous êtes mécontent et que vous avez une plainte à faire, mais relative à votre organisme de certification. Mais sinon, vous n'avez aucun contact. En l'occurrence, les organismes de certification vont comme nous présenter leur demande là à partir du 15 mai, et donc c'est eux qui vont vous contacter pour vous proposer un audit en 2020. Donc nous, par exemple, à l'ICPF, on va proposer à partir de septembre, on va proposer à nos certifiés donc de planifier d'ores et déjà leur audit sur 2020. Parce que rien qu'en... Alors ça représente des charges de travail très importantes pour nous. Et donc, voilà. Donc là, vous aurez... si vous êtes déjà certifié CNEFOP, c'est très bien parti. Et donc, vous devez avoir l'information que votre organisme de certification va présenter une demande au COFRAC, et à partir de là, il vous contactera sans doute entre le mois de juin et le mois de septembre pour vous proposer une offre de migration qui
avec un audit qui aurait lieu en 2020. Voilà. Bon, ben voilà. Donc on va prendre une dernière question. Donc la question de Monsieur Emel, qui est Datadoc et qui dit comment finaliser le processus. Alors donc il suffit de nous contacter pour présenter une demande de certification et donc là vous allez pouvoir remplir votre dossier en ligne et obtenir votre certification et du coup vous rentrerez dans le groupe des 1500 certifiés ICPF et PSI et vous aurez un audit d'une demi-journée au lieu d'une journée en 2020 et donc vous serez prêt pour au 31 décembre 2020, vous serez prêt. Et donc, vous pourrez continuer à travailler avec les financements de votre OPCO. Et Jonathan veut dire. Oui, je vais me permettre un ajout par rapport à une question qui a été posée précédemment au sujet des preuves. Je fais le lien avec un autre sujet d'importance cette année, les AFEST, actions de formation en situation de travail. En fait, considérer les éléments d'évaluation comme étant notamment des preuves en termes de traçabilité pour vos AFEST. Donc, en tant que prestataire de formation, vous êtes concerné au premier chef par les actions de formation en situation de travail. Ça ne sera pas que la question de l'entreprise. Donc, les prestataires de formation d'après nous, en tout cas chez ces campus, ont vraiment toute leur place dans le cadre des AFEST. Donc, tout ce qui va concerner les données d'évaluation, etc., ça sera, entre autres, des preuves, des traces de la réalité de vos AFEST. Et ce seront des données qui seront à conserver, notamment par l'entreprise, pour pouvoir prouver, attester de la réalité de ces actions de formation. C'est-à-dire qu'avec des formations présentielles, c'était assez simple, hein, une feuille d'émargement et c'était réglé. À partir où la formation va se faire en situation de travail, vous allez avoir besoin d'un peu plus de preuves, d'un peu plus de traces. Vous allez devoir compiler l'ensemble de ces traces. Et donc, forcément, l'évaluation est d'autant plus importante à ce niveau. Et du coup, en complément aussi des exemples d'éditeurs que je donnais tout à l'heure, il y en a un que j'ai omis et pourtant qui fait des choses aussi assez sympas sur l'évaluation et notamment la traçabilité des AFEST. Les sujets sont très liés et aussi le renforcement du transfert des acquis. Vous pouvez aller, je crois que c'est Pascal qui avait posé une question, je ne reviens plus sur le nom de la personne, mais vous pouvez aussi jeter un œil sur le site de Delindo, D-A-Y-L-I-N-D-O. Voilà, donc je récapitule, Did you enjoy, enfin dans l'ordre alphabétique, Delindo, Did you enjoy, Expert Quiz, Formaeva, Formatrice, voilà, vous en avez 5, à vous d'aller les challenger maintenant. Encore deux questions. On va pousser encore, prendre les dernières questions. Une sur la qualité et une sur l'évaluation. Sur la qualité, c'est un OF Datadoc est-il obligé de passer par la troisième marche pour obtenir le RNQ ou peut-il sauter de la deuxième à la quatrième? Oui, il peut toujours. Maintenant, alors on a bien conscience, et j'ai bien conscience qu'on n'est pas complètement crédible et pas complètement objectif. Hein. Vous pouvez penser qu'on n'est pas complètement objectif, mais comme disait Jonathan tout à l'heure, les faits sont là et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc nous, on a notre nombre de certifiés a été multiplié par un petit peu moins de 2 entre 2015 et 2018. On avait à peu près 450. Maintenant, on en a 450. Vous voyez, maintenant, on va atteindre 1500, donc ça va faire 3. Voilà. Mais à fin 2017, voilà, on était à moins de 1000.
Donc c'est une très forte activité. Et là, il y a 40 000 journées d'audit à faire en France. Donc c'est du travail pour 200 auditeurs à temps plein. En France aujourd'hui, vous avez, si on prend tous les certificateurs, la majorité des certificateurs ont des auditeurs qui sont des externes. C'est-à-dire qu'un auditeur salarié sur le marché, à part chez nous d'ailleurs, ça n'existe pas. Et ces auditeurs externes, ils ne sont pas que auditeurs. Ils font d'autres choses. Ils font du conseil, de la formation, etc. Donc aujourd'hui, on est loin d'avoir 200 auditeurs. Et en plus, on voit, le marché est soutenu, mais beaucoup de nos confrères ne prospectent ou ne démarchent même plus. Donc ils attendent que ça vienne. Nous, on voit très bien que va y avoir, je dirais, une très forte demande. Alors nous, on a déjà une demande assez soutenue, mais elle va être encore plus forte. Donc il est clair que, à mon avis, il y a un intérêt objectif aujourd'hui, tant sur le plan financier que sur le plan, je dirais, ne serait-ce que purement stratégique, de faire déjà ce qu'il est possible de faire pour n'avoir le bénéficier après des conditions aménagées. Voilà. Alors bien sûr, ce sera possible de demander un audit RNQ et on commence par là, mais il faudra vous préparer. Et là, je vous dis, c'est minimum, si vous partez de zéro, c'est minimum 3 à 4 jours avec un expert de travail pour tout mettre en place, parce que là, ce sera pas aussi simple. C'est quand même plus compliqué. Même si aujourd'hui, on dit 80% des exigences sont couvertes par les certifications CNEFOP. Ouais. Nous, à l'ICPF, on a regardé parce qu'on demandait des choses en plus. On estime qu'il y a véritablement 2 critères à regarder de manière plus approfondie. Et sinon, il y a surtout un travail de forme. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas demander, comme sur Datadog, des preuves. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas d'établir des attestations ou de rédiger des processus pour que ça passe. Aujourd'hui, on ne va pas demander des preuves. Vous voyez, quand en 2021, en 2020, on ne va pas demander des preuves. On va vous envoyer une personne dont le métier sera de vérifier, de voir que ça fonctionne, c'est-à-dire de voir que vous avez un processus d'évaluation. Vous voyez, vous devrez nous montrer la réalité. On ne va pas travailler sur des preuves. C'est pas du tout une démarche de type Datadog. Voilà. Donc mon conseil, mais c'est subjectif, est de franchir aujourd'hui la première marche. Maintenant, c'est tout à fait possible, effectivement, de passer, voilà, et vous trouverez certainement voilà. Mais vous le ferez dans le rush et dans une certaine douleur, et ce sera beaucoup moins fluide que si vous êtes déjà à la troisième marche. Une question donc sur la partie évaluation de Stéphane Tass. Comment peut-on mettre en place tous les éléments d'évaluation sur des formations CPF, sachant que les stagiaires peuvent user de leur CPF sans pour autant qu'elles soient en relation avec leur situation de travail? C'est une bonne question. Dans ce cas, ça peut valoir la peine aussi on va dire de déterminer, on va dire d'avoir une évaluation en amont pour peut-être introduire un questionnaire qui serait par exemple un questionnaire de recueil des attentes de la personne, et en fonction de ses réponses, d'adapter, on va dire, le chemin de l'évaluation derrière. Donc c'est sûr que si c'est une formation, si c'est, je sais pas moi, un ingénieur en informatique qui vient suivre une formation de 2 jours en permaculture, c'est certain qu'il y a peu de chances, et encore qu'il s'en serve derrière, en tout cas dans son entreprise. Et peut-être que dans ce cas-là, il faut, parce qu'il va dire oui, il cochera la case en amont de la formation, je viens suivre cette formation, c'est de mon initiative, on va dire, personnelle, et il n'y aura pas d'application derrière. Dans ce cas-là, vous allez peut-être vous limiter à un questionnaire d'évaluation à chaud. Par contre, si c'est un salarié dans une entreprise, que c'est un rapport avec son métier, avec les situations professionnelles qu'il rencontre, qu'il vit, etc., eh bien là, vous allez dérouler un questionnaire d'évaluation à froid. Donc, encore une fois, techniquement, c'est pas compliqué. Si c'est informatisé, c'est vraiment pas compliqué. Mais peut-être que dans ce cas-là, il faut introduire une variante, on va dire spécial CPF, ce qui était déjà le cas dans les formations suivies dans le cadre du feu DIF. C'était
que toutes les formations n'avaient pas vocation à aller jusqu'au niveau 3, à aller jusqu'au transfert des acquis. Par contre, normalement, toutes les formations ont vocation à donner satisfaction aux personnes qui les suivent. Donc peut-être que voilà, d'aller collecter cette information en amont et d'adapter donc l'évaluation post-formation en fonction de la réponse, ça peut être un début de solution en tout cas. Merci François et merci Jonathan pour avoir répondu à toutes ces questions. Donc Stéphane Tass qui dit merci pour la réponse et puis tous ceux qui ont pu avoir leur retour comme Thierry Vemel aussi. Pour tous ceux qui posent la question en ce qui concerne le replay, il sera renvoyé donc suite à la participation au questionnaire d'enquête. Donc, remplissez le questionnaire de satisfaction. À l'issue, on va vous envoyer du coup le replay. Il sera disponible aussi sur la chaîne YouTube de l'ICPF et PSI. Il y a encore des questions qui arrivent, mais en tout cas, pour certaines, on vous les enverra. On enverra des réponses à toutes les questions par mail. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour votre participation et merci à François et Jonathan pour ces interventions de qualité. Bonne journée à vous. Bonne journée.